ma fonction n'est pas ici de vous dire bah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire, parce que ça va beaucoup dépendre en fait de vos contextes aussi. Mais on va réfléchir un petit peu ensemble sur le 2 justement, parce que c'est un petit peu quelque chose que j'ai concocté. Ça fait 3 années que je travaille avec ça, et ça m'a donné d'excellents résultats en fait. C'est ça que j'aimerais partager avec vous. Donc pour le 2, on peut déjà faire un cercle. En ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'utilise. Alors j'utilise d'autres activités dans cette liste, et il y en a que j'utilise pas du tout, et il y en a, ça dépend. Mais avant de retourner à la liste, regardons un petit peu la prononciation. Alors, on a tous fait de la phonétique, on a fait de la phonologie, tout ça, certains d'entre nous sont même des spécialistes. Et on peut dire que lorsqu'on a un public, on va dire, spécialiste, justement, c'est des outils qui sont utiles pour aller étudier la langue. Par contre, quand on aborde ce genre de choses avec des étudiants, on va dire, d'anglais peu motivés, qui se disent « oh, bah, je fais du français pendant 1 an juste pour avoir les crédits, là, la note est juste passée, puis après je me débarrasse du français », on peut se poser la question si c'est rentrer dans ces outils-là est vraiment utile ou pas. Alors ça, c'est mon collègue Bruno Vagneux qui est derrière. Voilà. Bon, parce que, en fait, ça donne ça. Quand vous commencez à expliquer l'API, à expliquer la phonologie, où les choses se placent dans la bouche et tout ça, avec tous les diagrammes et tout, pour beaucoup d'étudiants, ben, ça peut donner ça dans certaines universités. Il y a très rapidement une surcharge cognitive, et ils peuvent se demander, mais ça a quel rapport avec la langue? Alors, je vais vous donner un outil qui, moi, me sert pour évaluer justement toutes les activités que je fais dans mes classes. Il y a 2 questions à se poser. La prononciation, c'est un exercice comme tout d'ailleurs dans l'apprentissage du français, c'est un exercice de fixer l'information dans la mémoire à long terme. Et la recherche en neurosciences, elle montre qu'il y a 2 questions fondamentales qu'on doit se poser en éducation, en pédagogie. C'est est-ce que l'information fait sens et est-ce que c'est pertinent? Alors quand vous présentez une nouvelle information, est-ce que l'étudiant va dire tout de suite « ah, je comprends ». Je comprends, ça fait sens. Ou va-t-il dire non, je ne comprends pas. D'accord? Alors déjà, s'il dit je comprends, au niveau de la mémoire, vous allez avoir un résultat de moyen élevé au niveau de la rétention. S'il ne comprend pas, ben, ça va être très bas. D'accord? Est-ce pertinent? Pertinent, c'est à propos de l'utilité de l'information. Est-ce que je vais pouvoir utiliser cette information un jour ou pas? Est-ce que c'est utilisable? Et les étudiants, inconsciemment, se posent cette question. Ils ne se la posent pas consciemment, mais ils se disent, est-ce que ça va servir? Donc non, je ne vois pas à quoi ça sert. Si vous avez des étudiants qui voient plein d'informations sur le tableau et disent, bah, je ne vois pas où on va avec ça, inconsciemment, ça va être beaucoup plus difficile à retenir cette information. Alors que s'ils disent, ah oui, je vois, c'est utile, et je m'en sers tout de suite en classe, là, vous allez avoir un travail au niveau de la mémoire qui se fait en profondeur. Donc, lorsqu'on a ces 2 questions qui sont répondues ici avec « oui, je comprends de quoi on parle, je vois », et en plus, je vois que je peux m'en servir, personnellement, ça fait sens pour moi, je peux m'en servir, alors là, ça va aller vite. Alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Par exemple, avec des non-spécialistes. Alors on arrive à ce 2e point, sensibilisation phonétique par ancrage. Alors qu'est-ce que c'est les ancrages? Les ancrages, en fait, ce sont des mots archétypes qui ont un son facile à reconnaître et un son donc facile à mémoriser. Et donc ce son archétype va nous servir tout au long du semestre et même tout au long de l'année. On va toujours revenir à ce mot-là comme image d'un son de mot. D'accord? Par exemple, pour le son A, dès le premier cours, on apprend l'alphabet. Donc, on va retenir la suite A, B, C en français, et non pas A, B, C en anglais. On l'aura étudié en français, A, B, C. On va toujours revenir au A.
Et à chaque fois qu'ils ont un problème avec cette prononciation du A, s'ils disent station au lieu de station, je dis attention, ce n'est pas station, c'est, comment c'est ce mot-là? C'est ABC, ah oui, ABC, A, station. D'accord. Et donc ils vont pouvoir, avec une suite de sons ou un archétype, un son archétype, pouvoir toujours retrouver le son. Alors, ce qui est vraiment important ici, et ça c'est au niveau de la mémoire associative, il y a plein de recherches qui montrent ça, c'est que si vous avez un archétype, un ancrage, et que systématiquement vous retournez toujours sur ce même mot, les étudiants s'habituent, et après ils vont pouvoir retrouver le son facilement. Pour eux, dès le premier cours aussi, on voit les chiffres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3. Le 1, 2, 3, on va beaucoup le travailler. Et le 2, ils vont avoir ça en tête. 2, 2, 1, 2, 3. Donc à chaque fois qu'il y a un problème avec le son E, je leur dis, ah, attention, 1, 2, 3. Dis-le, 1, 2, 3, A, 2, E. Ah oui, E, d'accord. Et ils vont retrouver le son. Alors vous voyez que les sons archétypes sont extrêmement simples. Le premier jour aussi, on voit le son bonjour. On voit le mot bonjour. Et on va l'utiliser à chaque cours. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, et toi, ça va? Bon. Donc on a cet archétype-là, etc., etc. Alors je vais vous donner aussi cette liste de sons archétypes que moi j'utilise. Vous pouvez très bien utiliser les vôtres, faire votre propre liste en fonction de par où vous voulez commencer. Moi je vais juste vous montrer comment je procède. Alors, regardons. Allez, je vous donne 2 minutes. Ah oui, même pas parce que si on va en breakout rooms, à chaque fois ça va prendre du temps. Donc ce que je propose, c'est qu'on discute ensemble, ouvertement là. On y va. Alors, ce que je viens de vous présenter, par exemple, on prend le A, A, B, C, A. Est-ce que cela fait sens? Est-ce que... Alors, placez-vous dans les chaussures de vos étudiants. Hein, pas vous en tant que prof spécialiste, mais vos étudiants, ils voient ça, ABC. Si je présente ABC au tableau, est-ce qu'ils vont reconnaître ça dès le premier cours? Ils savent déjà qu'on parle de l'alphabet. Je n'ai même pas besoin de leur dire que c'est l'alphabet, donc oui, ah, je comprends, là on parle de l'alphabet A, B. Donc, ils vont dire A, B, C, D au début, bien sûr. On travaille A, B, C. Après, très rapidement, est-ce que c'est pertinent? Alors là, à ce point, là, pour la plupart des étudiants, bah oui, apprendre l'alphabet, on commence comme ça fait sens pour eux, à ce niveau-là. Ils se disent, tiens, bah, on commence à construire, on va mettre les mots ensemble, parce que très rapidement, après, je vais leur montrer, bah, vous mettez le O et le U ensemble, et vous allez avoir bonjour. Hein. Et puis, on va voir au premier cours aussi, vous mettez le O et le N ensemble, on a on. Donc, normalement, en procédant très simplement comme ça, on devrait, normalement, je l'espère, dans le carré en haut à droite. On devrait répondre, avoir une réaction, on va dire, positive. Alors tout ça, c'est inconscient. Hein. Vous n'allez pas demander aux étudiants, vous comprenez? Ça, c'est toujours la mauvaise question hein, à poser aux étudiants. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. On ne pose jamais cette question. Vous comprenez? Est-ce pertinent? On leur demande est-ce que c'est utile? Non. On ne peut pas leur poser cette question non plus. Donc c'est nous, en tant que prof, on se pose cette question. Si moi j'étais étudiant et je présente ça, est-ce que d'emblée c'est accessible? Voilà. Et la pertinence de l'information, moi je trouve ça vraiment important, c'est est-ce utile? Donc il va falloir que très rapidement, même si vous présentez l'alphabet, que vous fassiez quelque chose avec pour qu'ils s'en servent. C'est pas juste apprendre l'alphabet, c'est on va faire une activité derrière, on va jouer avec l'alphabet, on va faire des choses pour qu'on emploie tout de suite. Si vous présentez une information et vous l'employez tout de suite, l'utilité, elle sera visible d'elle-même. Ils vont voir, ah bah oui, il me faut ça pour faire cette activité. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, plaçons-nous toujours dans le cadre qu'enseigner aux non-spécialistes, hein, on est toujours avec les non-spécialistes, je ne parle pas des spécialistes. Dès le premier cours, vous présentez ça. Alors, est-ce qu'ils vont comprendre si vous présentez ça tel quel, sans rien expliquer au début, est-ce qu'ils comprennent? C'est pas sûr, hein, ils n'ont peut-être jamais vu ce genre de diagramme. Ils l'ont peut-être vu en anglais, peut-être pas. Hein.
C'est pas sûr. Donc d'abord, ils comprennent sans doute pas. Il va falloir l'expliquer. Déjà ça. Hein. Deuxièmement, est-ce que c'est pertinent? Alors, souvent, s'ils ne comprennent pas, ça va être très dur de l'employer. Alors, les difficultés qu'on a ici, c'est que d'abord, on a l'API. Donc vous avez une couche déjà en plus, cognitive, c'est l'API. Il va falloir déjà expliquer qu'est-ce que c'est tous ces signes. Hein. La deuxième couche, c'est qu'est-ce que ça veut dire antérieur, postérieur. Et puis ici, on ne le voit pas, c'est voilà, fermé, ouvert, mi-ouvert, mi-fermé, etc. On a beaucoup d'informations. Alors peut-être qu'on ne va pas tout expliquer au premier cours, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc vous avez une deuxième couche. C'est le diagramme en lui-même, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il représente par rapport à la bouche, à l'aperture, etc. Donc vous avez deux couches cognitives en plus. Là, en plus, vous avez plein de mots. Merci, salut, bonjour, de l'eau, de l'or, c'est bon, de l'or. De l'or, on ne va pas s'en servir encore beaucoup. Hein. Donc là, vous avez plein de vocabulaire. Vous avez une troisième couche cognitive. D'accord? Alors vous avez toutes ces couches cognitives il va falloir creuser, travailler ensemble. Ça va être le boulot du prof d'expliquer. Et ils vont très rapidement fatiguer. Hein. En neurosciences, on nous dit que les ados, ils peuvent tenir à peu près 10 minutes. La mémoire, elle peut fonctionner dans 10 minutes d'attention. Au bout de 10 minutes, la mémoire à long terme du travail, ça ne rentre plus dans la mémoire à long terme. Il n'y a que la mémoire de travail qui fonctionne. Pour les adolescents et les adultes, c'est 15 minutes à peu près. 15 à 20 minutes. Si vous expliquez plus longtemps que ça, c'est inutile. D'accord? Donc, et là, je suis dans une optique de cours de communication. D'accord? Si on fait un cours magistral, là, c'est autre chose. On parle de contenu, on fait autre chose. Là, je parle vraiment d'un cours de langue étrangère. Voilà. Alors, la règle pour nos non-spécialistes, c'est de réduire l'effort cognitif au minimum. En fait, ce que vous voulez faire, c'est enlever toutes les strates cognitives. Parce que vous voulez avancer vite pour rentrer dans la pratique très rapidement. Parce que la mémoire à long terme, elle va retenir l'information qui est travaillée dans la mémoire de travail, simplement si vous les faites travailler justement. Et si vous donnez que de l'information, vous restez dans ce qu'on appelle la mémoire déclarative, alors que pour l'assimilation, il faut rentrer dans la mémoire non déclarative, c'est-à-dire tout ce qui est procédural, tout ce qui est associatif, etc. Et ça se fait que dans la pratique. C'est un peu la différence entre expliquer toutes les parties d'un vélo, ça c'est la mémoire déclarative, et après faire du vélo. Faire du vélo, ça c'est la mémoire non déclarative, procédurale. Voilà. Donc, il faut que vous ayez des activités, surtout au niveau de la prononciation. Je comprends tout de suite ce qu'on fait, je vois que c'est utile, et je commence à dire. Si vous avez ces trois éléments-là, et moi j'ai vu, ça se vérifie à chaque fois, dans les activités que je fais. Si j'ai une activité qui n'a pas ces trois éléments-là, j'ai des étudiants qui décrochent. Ou j'ai des étudiants qui vont avoir plus de mal à assimiler ce qu'on fait. Donc ça, c'est une règle, c'est ma règle, hein, mais elle marche. Et cette règle, c'est par rapport à ce petit carré, ce petit Rubik's que je vous ai donné. Voilà. Alors, on va regarder un peu plus des exemples d'ancrage. Alors là, je vais être obligé de basculer, parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que... Ah oui, c'est ça. Alors, il saute, et je crois que je dois changer. Excusez-moi. Alors, je vais vous montrer un petit exemple avec des étudiants ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'utilise l'ancrage et je vais lui... Il a un problème, il n'arrive pas à dire j'aimerais. Il dit j'aimerais, et... Alors, là, on a appris que element, son ancrage c'est element. C'est l'alphabet. Alors, je vais vous montrer, en fait, je leur montre une fiche où il y a toute la liste des ancrages, et puis... Alors, regarde. Ici, il n'est pas là, mais si tu as A, I, d'accord, c'est comme ça se prononce comment?
Ok, donc en fait, je ne sais pas si vous avez... Oui, alors, je ne sais pas si vous avez suivi la manip, mais en gros, je ne les fais pas répéter en fait. Donc je ne leur donne pas le bon son. Hein. Je leur dis, à partir de ça, tu vois que AI, ça ne se prononce pas A. Donc ça se prononce comment? Là, il a vu A, L, M, N, E, E. Donc il a quand même redit j'aimera, mais il s'est autocorrigé, j'aimerais. Et il a fait ah oui, d'accord. Parce que du coup, il fait le lien. Là, on est tout au début. Hein. On est, je ne sais pas, au 4e cours, je crois. 4e ou 5e cours. Donc ça, c'est un exemple d'une utilisation d'ancrage. Je vais vous en montrer d'autres, bien sûr. Ah, est-ce que je peux... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on enseigne aux non-spécialistes? Alors, il y a aussi autre chose, c'est que peut-être qu'on va vouloir tout enseigner. Toutes les consonnes, toutes les voyelles. En fait, il n'y a pas besoin. Parce qu'avec l'anglais, il y a déjà pas mal de choses qu'ils ont plus ou moins bien acquis. Hein. Par contre, le R et toutes les combinaisons du R avec les consonnes, le breu, creux, treux, dreux, hein, c'est difficile. Ça, c'est des choses que je travaille en cours. Le je, ge, ze, là, c'est intéressant. Ce, ze, que. Le H muet, bien sûr, le CH qui se prononce che, que. Moi, je me limite à ça au niveau des consonnes. Je n'aborde pas les autres. Parce qu'en fait, je constate qu'ils se débrouillent à peu près, pour des non-spécialistes, ils se débrouillent. Le M, le N, le L, tout ça, ça se fait à peu près. Les voyelles, par contre, il faut tout voir en français. Là, en fait, c'est le gros, parce qu'avec toutes les combinaisons de lettres qu'on a, le AU, le OI, etc., ils vont avoir du mal. Et très rapidement, donc dès le premier cours, on commence à voir ça. Et à chaque cours, je consacre un petit peu de temps du cours à voir ces choses. Hein. Voilà. Alors bien sûr, il y a le problème du E, le E final, le ER final qui se prononce parfois E, qui se prononce parfois R, etc. Ça, ce sont des choses à voir, le E, E, aussi. Alors, ça, c'est une proposition hein, que je fais. Alors, comment est-ce que je procède? C'est que dès le premier cours, alors j'appelle ça méthode immédiate parce que on plonge directement dedans. Dès le premier cours, on fait l'alphabet. Et au lieu d'apprendre l'alphabet A, B, C, D, E, on les apprend par regroupement de sons. Parce que comme ça, on va pouvoir travailler sur les ancrages très rapidement. Ils vont voir très rapidement A, H, K, ça va ensemble. Ou alors L, M, N, il est là. Hein, il est là, L, M, N. B, C, D, donc le son E, ils vont pouvoir le reconnaître avec la suite B, C, D. Donc s'ils apprennent l'alphabet correctement, et l'alphabet c'est assez facile, parce que vous pouvez l'aborder rapidement en cours et leur donner en devoir de le réécouter à la maison, de le travailler, parce qu'au prochain cours, vous allez faire un petit test oral, où vous allez faire une dictée sur l'alphabet, tout simplement, et vous allez demander de l'apprendre. Donc très rapidement, ils vont l'apprendre et l'intégrer, l'alphabet. Et en fait, ils l'apprennent bien. Alors par contre, il y a des choses qu'il faut voir ensemble, l'opposition et dès le premier cours. Donc on va faire B, C, D, G, mais on va faire F, L, M, N. Et après, vous pouvez leur faire travailler ensemble B, F, C, L, D, M, pour bien placer les sons. Même chose entre le G et le J. Ils ont des problèmes, vous le savez. Là, c'est bien travailler cette opposition-là et éviter qu'ils placent le D à l'intérieur. Le E et le U, hyper important, c'est là où ils ont le plus de mal au début avec l'alphabet. C'est entre le E et le U. Donc vous le travaillez un peu, vous avez chacun vos techniques pour le faire. Et une fois que vous avez abordé ça, vous abordez le R. Et là aussi, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise la technique de Sublime, qui utilise le japonais Gabigubeko, et qui part de cet endroit-là, Gagaga, Gagara, Garara, Rarara. Ils arrivent à faire le R français très rapidement. Donc dès le premier cours, j'ai mes étudiants, ils font des R quasi parfaits. Mais après, il faut refaire, parce que ça se perd. Si vous ne... C'est le B.A.B.A. Toujours revenir là-dessus. Et autre chose que je fais au premier cours, c'est les chiffres de 1 à 10. Alors, ils sont très contents parce que dès le premier cours, ils connaissent l'alphabet français, ils connaissent les 10 premiers chiffres. Et vous, dès le deuxième cours, vous allez pouvoir dire exercice 1, page 9.
vous allez pouvoir le dire en français et ils doivent savoir. Hein. Donc, ils vont voir que c'est utile aussi, tout de suite. Parce que moi, je leur dis, il faut que vous appreniez les 10 premiers, parce que moi, je ne parle plus en japonais maintenant pour vous dire les numéros d'exercice. Hein, c'est encore en français, à partir de maintenant. Donc, ils voient l'utilité tout de suite. Voilà. Alors, voici, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le PDF. J'ai pas fait de photocopie, j'aurais dû faire des photocopies et vous les amener, je suis désolé. Ça, c'est ce que j'utilise. Alors, vous avez donc les sons qui sont présentés. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de API, sauf une exception ici. Et en fait, ça passe bien. Alors, la raison, c'est pour faire cette différence entre le O et le O plus ouvert, O. Et en utilisant ce signe-là, je me suis rendu compte que ça marchait bien, parce qu'au début, je ne savais pas trop comment procéder. Donc, c'est la seule exception, et là, je leur dis, ça, c'est un signe qui n'existe pas. Mais c'est pour vous souvenir, vous commencez avec le O et vous l'ouvrez un petit peu, on travaille un peu là-dessus, et ça passe avec prof, parce qu'ils apprennent le mot prof dès le premier cours. Okay. Là, on s'entraîne très vite là-dessus, dès le premier cours. Et comme on a vu ABC 1, 2, 3, ils savent le faire, ils ont vu X. Vous voyez que la plupart des choses qui sont là viennent de l'alphabet, viennent des numéros. Les nouvelles choses sont tu, mais on l'utilise dès le premier cours. Tu vas bien, hein. Et puis on a aussi ici d'autres mots, bonjour, qu'on utilise dès le premier cours. Et on a France et Japon, qui sont deux mots que je leur apprends dès le premier cours. Je dis ça c'est la France, ça c'est le Japon, ça c'est les Français, ça ce sont les Japonais. Ils ont ces 4 mots-là au premier cours, et en fait, ils ont tous les ancrages dès le premier cours. Et l'avantage de faire ça dès le premier cours, c'est que vous allez pouvoir, en leur donnant cette fiche, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus dès le deuxième cours, à chaque cours, à chaque cours, à chaque cours, à chaque cours. Et au lieu de leur expliquer OI, ça se prononce, il y en a qui écrivent comme ça, waouh, non, vous reprenez. Vous dites, OI, il est où? Il est là. Lis l'ancrage. 1, 2, 3, 3, wa. C'est quoi le son? Wa, wa. Ok, wa, on y est. Ok. Donc ce n'est pas et toi, mais c'est et toi. Quand on dit ça va, oui, et toi. Donc on l'utilise dès le premier cours aussi. Et toi, par exemple. Voilà. Donc ça, pour ceux à qui ça paraissait mystérieux, là, le deuxième ligne, c'est mon approche avec les ancrages. Et encore une fois, je le redis, si vous faites ça, si vous voulez l'expérimenter dès votre premier cours, c'est un outil que je trouve qui fonctionne bien. Il a évolué, depuis 3 ans, il a évolué. Je suis arrivé à ça, c'est ce qui est à peu près de plus épuré maintenant. Vous verrez qu'au niveau des graphies, il n'y a pas toutes les graphies, mais j'ai mis les graphies que l'on rencontre. Moi, j'utilise pour ces étudiants le manuel Moi Je Communication. Donc ce sont des graphies qui vont voir avec des mots de vocabulaire qui apparaissent dans ce manuel. Donc c'est bien qu'ils aient ces graphies-là. Donc si vous créez votre propre liste, vous pouvez, en fonction du manuel que vous utilisez ou en fonction des outils que vous utilisez, mettre les graphies qui sont le plus à même de rencontrer dans le manuel ou dans votre cours. Mais ce n'est pas la peine non plus là d'en mettre trop, parce que si vous voulez mettre la liste exhaustive, ça va vous faire un tableau... C'est effrayant pour les étudiants, en fait. Voilà. Oui, alors allez-y, prenez des photos, prenez des screenshots si vous voulez. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais envoyer un PDF après. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez de la chance, du coup, je vais pouvoir vous envoyer le PDF tout à l'heure. Rappelez-moi ça à la fin de l'atelier, si vous voulez bien, parce que je risque d'oublier. Voilà. Vous avez des questions, des remarques là-dessus pour l'instant? Ou c'est clair? On est dans le « je comprends, c'est utile ». Ouais, peut-être. Ok, d'accord. Oui, question. Vas-y. Est-ce que tu donnes un enregistrement de ça à tes étudiants? Alors, excellente question. En fait, cette année, oui. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai fait des enregistrements pour d'autres documents que j'ai avec la prononciation. Et puis, en fait, ça, cette année, pour la première fois, je vais les mettre. Ils ont tous un carton avec leur nom. Et donc ça, en fait, je vais le mettre, c'est un peu plus condensé, je peux vous l'envoyer aussi, ils l'auront sur le revers du carton.
de leur nom, donc ils ont nom, prénom, ils ont sur le regard, ils ont un code QR, voilà, ils ont un code QR et ils ont tous les sons. Parce que je vois qu'ils utilisent beaucoup leur téléphone maintenant en utilisant le code QR pour d'autres exercices. C'est le manuel par exemple que j'utilise, il y a plein de codes QR, ça marche bien. Donc oui, à faire, ça c'est une bonne idée. Et jusqu'à présent non, je ne l'avais pas fait. Parce que, en fait, ce que je voulais aussi, c'est qu'ils fassent l'effort de regarder la graphie et retrouver le son à partir de la graphie. Parce que ce que j'ai peur aussi maintenant, c'est avec le code QR aussi, qui, de façon trop facile, qu'ils fassent clac, ils écoutent, clac, ils écoutent. Je les vois faire ça en cours pas mal maintenant. Surtout quand ils font de la conversation, ils essayent de retrouver les mots. Voilà. Alors, j'ai eu, par rapport à ça, parce que ce n'est pas la première fois que je présente ça, j'avais présenté au labo de la méthode immédiate cette idée, et j'avais eu ce retour. Par exemple, votre idée de E avec 1, 2, 3, j'ai du mal à l'accepter, les deux sons me semblent différents, 2 et A. Je crains que cela induise en erreur. C'est le fameux E dans samedi qui ne se prononce pratiquement pas, qui disparaît, ou le ja, le je, te, de, que. Hein. Moi, ma réponse à ça, c'est non. Au contraire, la recherche, elle montre, il faut leur faire prononcer un E plein et rond dès le début, pour qu'ils prennent conscience du E, en fait. Et ce qui se passe, c'est que dans la suite prosodique, lorsqu'ils vont lire des phrases, etc., en fait, il tombe de lui-même. Naturellement, il se met en place, ce E qu'on appelle le E instable. Il va se mettre en place directement. Hein. Donc, et à force d'entendre, par exemple, médecin au lieu de médecin, samedi au lieu de samedi, etc. Après, vous pouvez leur dire, bah, vous avez entendu, là on ne prononce pratiquement pas, vous pouvez, au lieu d'avoir 3 syllabes, vous pouvez avoir juste 2 syllabes. Et ça marche très bien. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un problème. Je présente... Donc il y a certaines personnes qui ont remarqué, bah, vous ne présentez pas tous les sons et pas tous les détails. Oui, c'est vrai. Mais pour des non-spécialistes, franchement, c'est suffisant. Et si dès le début, vous commencez à rentrer dans ce genre de petits détails, moi, personnellement, je trouve que c'est trop tôt, pour des non-spécialistes en tout cas. Et même pour des spécialistes, d'ailleurs, je fais la même chose. Donc, vous pouvez passer là-dessus et plus tard y venir et préciser ce genre de choses. Voilà. Alors, pourquoi l'ancrage? Pourquoi l'ancrage? Parce qu'on a vu, c'est facile d'accès, il n'y a pas une charge cognitive énorme, on est dans un processus pédagogique basique qui est la répétition, on revient toujours au même mot, au même mot, au même mot, au même symbole, et puis franchement, ça simplifie tout. Ça simplifie tout pour le prof, ça simplifie les choses pour les étudiants, on peut passer à la pratique très vite, et puis c'est immédiat, d'accord? Donc c'est vraiment, ça va très vite. Alors que si vous devez passer par l'API, passer par l'aperture, comment ça se passe dans la bouche, etc., vous pouvez le faire, si vous voulez, avec les spécialistes en temps, mais avec les non-spécialistes, ceux qui vont au bout d'un an arrêter le français, je ne vois pas l'intérêt de perdre trop de temps là-dessus. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Ici, c'est encore avec LMN, quelqu'un qui a du problème avec vert. Alors, là aussi, on est comment au niveau du temps? C'est bon. Parce que je vais vous faire travailler encore un petit peu. Il ne faut pas que ce soit que moi qui parle. Alors, tu peux arrêter ton micro et puis... Alors là, on a une étudiante qui n'arrivait pas à dire vert, V-E-R-S. Donc là, j'ai utilisé le tableau blanc. Hein. Alors je demande à quelqu'un, ça se prononce comment? Liva. Ça se prononce comment? Très bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit LMN. Au tableau, ça se prononce comment? LMN. Voilà. Et tout de suite, elle dit parce qu'elle n'a même pas lu LMN, elle n'a même plus besoin de lire, elle dit ah, c'est elle. Voilà. Elle a fait l'association
entre l'ancrage et le son. Et donc elle a pu s'autocorriger vers. D'accord? Alors ça, j'ai trouvé vraiment important de ne pas corriger les étudiants en disant non, c'est pas comme ça, répète après moi. Jamais fait ça. En fait, c'est pas elle qui a fait l'erreur sur le son, c'est un autre étudiant. Donc j'ai dit, qui sait comment dire ça? Elle a dit, je sais, mais elle s'est trompée, var. J'ai dit, ah ok, ancrage, qui fait comment? Ah, vers. D'accord? Autocorrection, et en même temps, elle donne la bonne réponse à l'autre qui s'est trompé sur le mot. Voilà. Alors, si on continue, là je vous donne un autre exemple d'ancrage autonome par une étudiante avec la fiche. C'est encore Element, je ne sais pas pourquoi ça devait être la leçon du jour où j'ai pris les vidéos. Alors là, on refait la manip. Un problème de connexion. Mais ça qui donne la plus terre, prépare. Ok, c'est bien. Mon chat sera. Ah non, c'est là, c'est à partir de là. Pardon. On dit en français. Oui, aider. Alors, ce que je vous montrais là, c'est simplement, elle a regardé ça. Ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'elle a, quand j'ai posé la question, je lui montre le mot, donc c'est marqué aider dans le manuel, je dis comment, Tetsuda, ça se dit comment, et donc, hop, elle regarde sa fiche d'ancrage, elle vérifie d'elle-même. Je ne vais pas demander de vérifier. Donc, il y a des automatismes qui se mettent en place, hein, et les étudiants se réfèrent constamment à la fiche, jusqu'au moment où ils en ont plus besoin. Et les encourager à faire ça dès le début, leur donner ces bons réflexes, ça va vraiment les aider à trouver le son, à se sentir à l'aise par rapport au français. Tout ça, c'est un des grands problèmes pour les étudiants. Ils disent, oh là là, le français. Vous savez, les étudiants, ils disent tout ça, c'est imprononçable le français, incompréhensible. Et en fait, avec ça, très rapidement, ils se sentent à l'aise et ils se disent, ah, j'y arrive, je peux le faire. Je peux le faire, c'est faisable. Voilà. Peut-être un dernier exemple avant de passer à la suite. Ah ben là, le fameux station. Donc j'ai beaucoup de... Ils ont cette... il y a l'anglais qui vient, vous connaissez tous ça. Il y a l'anglais qui pose problème. Voilà, alors là on va faire la même chose. Ah, pardon, il faut que je switch avec... Alors nous sommes avec vraiment des tout débutants au premier semestre. C'était le premier semestre 2023. A, B, C, non, A. Voilà. Alors, voilà une autre façon que vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, non, non, c'est pas ça, c'est... Vous donnez la suite, vous donnez l'ancrage, c'est A, B, C, A, B, C, A. Donc, surtout au début, vous pouvez faire ça parce que vous modelez. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut leur demander à eux de dire la suite. Et puis après, à une certaine étape, vous verrez, les étudiants n'ont même plus besoin de lire la suite. L'ancrage, comme on a vu la fille d'avant, elle va dire tout de suite « M ». D'accord ? Donc il va avoir... Mais il faut être vraiment systématique. Si vous êtes systématique, je dirais au bout de 5-6 cours, déjà, c'est mis en place. C'est mis en place et la prononciation n'est plus un gros problème. Mais il faut continuer à travailler la prononciation, il ne faut pas laisser tomber. Alors moi, je consacre toujours dans mes cours à peu près 10 minutes. Et c'est pas, on fait 10 minutes de prononciation, mais en gros, il y a à peu près 10 minutes consacrées à la prononciation. Ça peut être 2-3 minutes ici, 4-5 minutes là, etc. C'est aussi en fonction de ce que les étudiants rapportent. Voilà, alors ça c'était quelques petites vidéos pour illustrer un peu l'ancrage. Alors là il y en a encore un, oh là là, mais je vais vous passer la parole. Là c'était un autre étudiant qui avait un problème avec le mot membre. Alors, ils ont tous un problème avec membre, je suis membre du club.
Hein, ils vont tous dire je suis member, et puis member, ils ont vraiment du mal avec ça. Mais quand on demande aux étudiants comment on dit France en français, et là, il dit France, oui, ok, France, donc, vas-y, tac, et, voilà. Alors, bon, je passe. Hein. J'ai pas mal d'exemples comme ça. Récapitulons. Alors, utiliser les ancrages, il y a plusieurs façons. D'abord, il y a une fiche. Alors, je leur donne une fiche papier. Je peux, au tableau noir ou au tableau blanc, écrire le mot d'ancrage. Hein. Je peux utiliser le projecteur ou le moniteur. Vous pouvez projeter, je projette hein, le tableau aussi à l'écran, surtout dans les premiers cours. Je leur demande toujours d'amener le tableau des ancrages et de le poser sur leur table. Des fois, ils ont des tables un peu serrées, alors je leur dis, pour deux, vous mettez au milieu un tableau. L'un ou l'autre met un tableau et vous vous référez tous les deux au tableau. Polycopier de l'étudiant, donc on a dit la fiche hein, de l'étudiant. À l'oral, comment est-ce qu'on procède? Vous avez vu quelques exemples. Faire répéter le mot d'ancrage. Donc, vous lui montrez le mot au tableau, France, il répète France, applique-le maintenant à ce mot-là. Ah, ok, membre, d'accord? Et vous le faites appliquer au mot cible. Autre chose, demandez le mot d'ancrage en français. Alors, comment on dit Cubain, Q en français? Donc, 9, A, œuf. Donc, c'est quels sont E, E. Ouais, ce n'est pas sourd, mais c'est ma sœur, sœur. œuf, d'accord? Le nombre 9, sœur, par exemple. Hein? Et le faire appliquer au mot cible. Alors à chaque fois, je mets ici et le faire appliquer au mot cible. Parce qu'on est toujours dans cette deuxième question, est-ce que c'est pertinent ce que je fais? Donc est-ce que c'est utile? Donc il faut que tout de suite, il y ait l'étudiant ressente que cet exercice est utile. Il lui permet de bien prononcer le français, bien prononcer le mot. Et là aussi, utiliser les ancrages, vous voyez, si vous avez à peu près ça, moi c'est à peu près ce que je fais en cours, avec les ancrages, à chaque cours, et voilà, ça avance. Alors, échangeons. Alors ce que j'aimerais maintenant, c'est que je vais vous redonner du temps ensemble, avec les mêmes personnes. Je peux peut-être prendre des questions avant qu'on fasse cet exercice. Ce que je vais vous demander, c'est de reprendre la liste, en fait. Pas forcément de repasser sur chaque, mais de rediscuter certains points que vous avez envie de rediscuter. Je vous demande par contre de rediscuter le numéro 2, avec l'idée, est-ce que cette activité vous paraît utilisable dans votre cours? Si oui ou non, pourquoi? Et je vais laisser aussi ça. Vous pouvez discuter en vous basant sur ça. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que pour l'étudiant, c'est quelque chose qu'il va comprendre ou pas? Ou est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Et vous pouvez appliquer donc ce petit Rubik's, cette rubrique, ici à différentes activités. Et vous reposez la question, bon, pour un public non spécialiste, débutant japonais, en utilisant ça, est-ce que je peux réapprofondir un petit peu voilà, l'utilité et puis de cette activité? Vous pouvez rajouter hein, ici. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Oui. Vous m'avez rendu sur votre méthode, super. Je vais tâcher de l'appliquer. Par contre, je veux savoir comment est-ce que vous la mettez en place. Parce qu'avoir la fiche et leur donner, ça ne suffit suffisamment pas. Et mais par exemple, quand vous donnez une suite, par exemple la suite 1, 2, 3, vous leur expliquez une fois chaque son ou oui, alors, vous donnez l'unité et ensuite ils doivent se le caparer tel quel? Oui, alors je ne leur donne pas la fiche d'ancrage, je la donne au premier cours vers la deuxième moitié du cours. Parce que pendant la première moitié, on a vu l'alphabet ensemble, comme je vous l'ai montré là, et on a vu aussi les nombres de 1 à 10. Et on a fait des activités avec. Alors moi j'amène des petites balles, j'ai aussi des dés, voilà. Et donc ils vont faire des petites activités et utiliser tout de suite, et faire attention à la prononciation, etc. Voilà. Donc on fait plein d'activités avant,
Et une fois qu'ils ont l'alphabet à peu près en tête et qu'ils ont les numéros 1 à 10 en tête, une fois qu'on a fait les présentations, bonjour, je m'appelle, ça va, et toi, ça va? Oui, ça va. Voilà, on a fait toutes ces petites activités. Après, j'apporte, voilà, la feuille d'ancrage. Regardez, vous connaissez tout déjà. Donc en fait, c'est plutôt, ça fonctionne bien comme ça pour moi. C'est-à-dire, si vous apportez la feuille directe, allez, on travaille là-dessus, ils ne vont pas tout à fait comprendre à quoi ça correspond. Mais si vous avez déjà travaillé avec des activités amusantes, l'alphabet, les noms, la présentation en France, Japon, et ben tout est là. Et ils ont déjà tous les ancrages sur la fiche. Donc en fait, vous allez retravailler les sons avec la fiche en disant, bon, regardez, A, B, C, ça se prononce comment? A. Et, C, etc., etc. LMN, L, etc. Est-ce qu'il y a un mot? Alors vous pouvez faire une activité. Allez, trouver un mot qu'on a vu dans la conversation qui correspond à ça. Est-ce qu'il y en a? Et ils vont trouver. Par exemple, toi et toi. Il y a le et de et, etc. Donc vous pouvez faire une petite activité tout de suite après la fiche d'ancrage. Je ne sais pas si ça répond à peu près. D'accord. Donc l'important, oui, parce qu'à chaque fois qu'on présente des informations comme ça d'anglais, s'il n'y a aucune préparation en amont, à chaque fois c'est des couches un peu cognitives qu'il va falloir tout travailler. Tandis que là, on a déjà élagué. Et ils ont les ancrages déjà en place. Ils savent, ils comprennent, ils savent ce que c'est déjà. D'autres questions ou remarques? En ligne aussi, hein, si vous avez des choses, n'hésitez pas. C'est un peu anecdotique, mais c'est sur la pertinence des mots d'ancrage que tu choisis. Je vois qu'il y en a certains qui sont écrits, donc il y a bonjour, donc c'est graphiquement bonjour, donc on prend conscience en voyant et en prononçant de la relation phonigraphie, et d'autres pas. Tout à fait. Mais neuf. Ouais. Et donc ça, bon, avec le temps, on sait que ça s'écrit comme ça, EU, puis on voit ensuite les autres graphiques aussi. Mais le signe 9 ne contient pas la clé de la phonigraphie. Ah oui, en le présentant comme ça. Oui. Ouais. D'accord. Alors vous pourriez effectivement, vous pourriez écrire en toutes lettres 9. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu de souci en fait, parce que comme dès le premier cours, ils mémorisent oralement, et comme dans le manuel, il y a aussi, du coup, il y a les codes QR, et ils vont voir l'alphabet, ils vont voir les chiffres, ils l'ont appris. De toute façon, je leur dis dès le premier cours, ça, il faut que vous l'appreniez par cœur pour le deuxième cours, parce que vous avez une dictée ou un petit test de vocabulaire dès le deuxième cours. Donc, c'est tout de suite employable. Hein. Et en fait, ça rentre bien, parce que c'est facile. Oui. Parce qu'en fait, c'est des choses faciles à apprendre. L'alphabet, ils ont déjà vu l'alphabet en anglais, ils savent ce que c'est un alphabet. Voilà. Oui. Tu disais que comme activité pour leur faire apprendre l'alphabet, tu utilisais Flip. Alors moi en plus, oui, alors, je fais plein de choses. Je leur demande dès le deuxième cours, après, ça c'est le deuxième devoir pour le troisième cours, ils vont utiliser une application qui s'appelle Flip et ils ont un devoir à faire à la maison où ils doivent prononcer l'alphabet sur Flip. Et donc c'est une vidéo et moi je vais la voir et tout le monde peut la voir. Et ce qui est génial, c'est que ils prononcent presque tous quasi parfaitement, il y a quelques petites erreurs, donc c'est très facile à corriger. Une question oui. Ah oui. Est-ce que joindre des dessins dans la feuille d'ancrage peut faciliter la mémorisation des sons? À essayer, moi je ne l'ai pas fait. Si c'est un dessin qui fait vraiment sens, par exemple, moi j'ai utilisé les chiffres dans un sens, c'est un symbole, hein. Déjà c'est un petit peu comme un dessin en soi. Moi personnellement, j'essaierais de ne pas trop charger la fiche. Au début, j'avais plus d'infos en fait, et j'ai réduit. Puis je suis arrivé à quelque chose d'assez épuré. Donc je sais pas, à explorer. Ou ce que vous pouvez faire, c'est peut-être dire aux étudiants, vous faites un petit dessin. Si vous avez une idée mnémotechnique, faites un petit dessin à côté du son, mais surtout pas de katakana. Alors moi, c'est interdit les katakana dans mon cours. Hein.
Donc, je leur dis, mais par contre, vous voulez faire un petit dessin parce que ça va vous aider à vous souvenir comment le prononcer? Oui. Peut-être je le ferai dans ce sens-là, du coup. Je ne l'ai jamais fait, hein. Je ne sais pas. Je réfléchis en parlant, je parle en réfléchissant. Ouais. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu des expériences avec les dessins et les sons. Moi, c'est ce que je leur fais faire, justement. D'accord. Parce que c'est interdit d'utiliser les katakana aussi. Oui. Dans ma classe, quand je vois qu'ils parlent dessus, je dis non. Voilà. Donc je comprends, je me dis voilà, je comprends qu'il y a des sons qui n'existent pas, que vous soyez gênés et que vous ayez besoin justement d'un repère. Donc je leur dis qu'à ce moment-là, ils ont le droit de choisir un dessin et de s'y tenir, et que ce soit le dessin qui représente justement ce son-là. D'accord. Si, parce que parfois, justement, dans les non-spécialistes, dans nos classes, parfois on a des spécialistes avec des non-spécialistes qui sont. Enfin, qui vont faire une deuxième année. Alors, il y en a, c'est sûr qu'ils vont rester en première année, donc il faut aussi gérer l'hétérogénéité du groupe. Et dans ce cas-là, voilà, il y en a qui connaissent, ça m'est déjà arrivé justement d'en discuter, même si on est dans la même université. Moi, évidemment, je ne présente en général pas l'API parce que la plupart ne le connaissent pas, mais j'en ai qui m'ont demandé et l'API. Ah, bon, oui. d'accord, alors, pour vous, voilà, pour les autres, voilà, il faut aussi parfois s'adapter à la demande, mais pour les autres, je leur propose un dessin. D'accord. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'arrivent pas à trouver, donc tant pis pour ceux qui... Voilà, mais je leur propose, il y en a avec qui ça marche. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font par exemple comme dessin? Ils font, par exemple, ils choisissent pour le « et », ils choisissent de faire un « e » majuscule, par exemple. Ah oui, d'accord. Ou il y en a pour certains sons, ils prennent un mot en anglais. Voilà, donc finalement, ils trouvent un autre ancrage. Oui, ils trouvent un ancrage. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. Finalement, c'est ça. Ils choisissent soit un mot en anglais ou ce genre de choses. Voilà. Alors après, quand vous passez, vous regardez ce qu'ils ont fait, et quand ils l'emploient, évidemment, il faut voir si ça fonctionne pour eux ou pas. Parce que des fois, c'est comme cette histoire de katakana, ce qui est code en katakana, alors après, en production orale, ça ne marche pas. Pour beaucoup de sons, ça ne marche pas. Donc il faut que leur dessin fonctionne aussi. Je pense que c'est bien peut-être au premier cours de leur faire écrire des mots en katakana. Par exemple, Bari, moi j'ai habité à Bari et je suis allée à Bali. Ah oui, d'accord. Donc lance et rein. Ouais. Et des dire voilà, je vous donne 2 mots, écrivez-les. Et ils vont se retrouver avec les mêmes katakana. Je suis là, vous savez, mais c'est pas tellement le droit. Ah oui, oui, alors ça c'est moi, je pense évidemment... faire ça, des choses comme ça pour leur dire, bah voilà, vous voyez les katakana, bah ça marche pas super, donc on va les oublier. Oui, très bien. Alors là, il y a une démonstration qui est convaincante. Parce que si on leur dit juste non, il ne faut pas, ils disent bon, ils disent oui, puis en vérité, au fin fond du cahier, on a tout. Ah oui, oui, mais il y en a qui cherchent à faire. On peut les rattraper. Aussi, mais on a le problème que parfois, c'est l'exercice en cours de grammaire de transcrire en katakana. Oui, oui, voilà. Ah, non, ça je n'ai pas vu. Alors évidemment, il y a... Le problème, c'est ce qu'on leur demande en cours de grammaire, avec le professeur de grammaire, de transcrire des sons en katakana. Ils ont parfois, moi j'ai eu ça, c'est dans le cours de grammaire, ils ont un manuel où c'est transcrit en katakana. Là, on rentre en conflit, du coup, parfois on ne dit jamais, comment ça jamais? Mais c'est ce qu'on doit faire en grammaire. Alors, la chose, moi je leur explique ça très simplement, parce que j'ai eu ça. C'est, je leur dis, mais la grammaire, vous n'utilisez pas la même partie du cerveau que là en communication. Hein. Donc c'est 2 choses différentes. Faites ce que le prof dans le cours de grammaire vous demande de faire, faites-le. Hein. Mais ici dans ce cours, on est dans un cours de communication et on apprend à faire du vélo ou on apprend à jongler. Et là, c'est pas Broca et Wernicke ici qu'on utilise, hein, mais c'est plutôt le cervelet et voilà, et le pariétal. Donc là, il faut s'entraîner. Et surtout pas faire du katana parce que en fait ça va faire des interférences sur l'entraînement. Hein. Donc vous pouvez leur dire faites ça dans le cours là-bas, mais dans mon cours on le fait pas parce que ça va vous gêner. Et moi justement, je pars quelquefois des katakana, je leur demande tous les mots de français qu'ils laissent en gaïlaïgo. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ils le disent et après je leur montre comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Et en fait, je fais ça aussi. J'ai une liste de gaïlaïgo. Et pour le cours suivant, ils doivent recueillir plein de mots. Mais là, on est dans un exercice différent, parce qu'on n'est pas dans
l'enseignement de la prononciation du français, je dirais directement que c'est plutôt un deuxième niveau. On leur montre, ça a été transcrit comme ça du français, et en fait ça se prononce comme ça. En fait, c'est plutôt pour leur montrer qu'ils ne partent pas de zéro. En fait. Ah, aussi, tout à fait. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et ça aussi à voir avec la prononciation. Voilà. Moi, ce que je dis, oui, ça a à voir avec la prononciation, dans le sens où je leur dis, ben, par exemple, millefille. Voilà, le millefille. Non, en français, millefeuille. Et attention, quand vous allez chez le boulanger, vous demandez millefille. Alors, mais ici, je parlais vraiment de transcription des mots français, d'écrire en dessous en katakana pour faciliter la prononciation. Non. Et ce que vous vous proposez, moi, je vais le faire. Pardon, Une autre question? Quelqu'un a une question, oui. Peut-être qu'il faut l'ouvrir sur. Oui, Kevin, allez-y. Oui, c'est bon. Donc la question a été à moitié répondue, mais c'est que moi je me sers justement des katakana au moment de l'alphabet pour leur montrer le peu de points communs qu'il y a entre les prononciations françaises et japonaises, mais quand même pour montrer qu'il y a des points communs et donc d'ancrage, parce que A, B, C, D, justement ça c'est des choses qui sont similaires en français et en japonais. Et je me dis que d'ancrer le A français sur le A japonais, ça évite qu'il y ait ce biais avec le A de l'anglais. Donc ça, c'est ce que je fais. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a que ces sons-là, en fin de compte, on peut vraiment transcrire correctement en katakana. Le reste, c'est pas pareil. Alors un phonéticien, hein, s'il est pinailleux, il va dire que le A français, c'est pas du tout le A japonais. Hein. Ah. Pardon. Ah oui, un phonéticien... S'il pinaille, il va vous dire que le A français, ça n'a rien à voir avec le A japonais. Donc, moi, je trouve que tout ce que vous proposez est intéressant, c'est-à-dire de montrer en fait que les katakana, ça ne marche pas. Ça, c'est intéressant. Hein, donc, de partir des gairaigo, de montrer donc deux mots différents français vont se transcrire de la même façon. Mais si ça marche 5 minutes, mais si vous commencez à leur dire des fois ça marche, des fois ça marche pas, là vous rajoutez une couche cognitive en fait. Ça va falloir se rappeler de quel mot marche et de quel mot marche pas. Alors que si vous avez un système simple, direct, transparent, ils n'ont pas à se poser ces questions-là et à retenir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, ça c'est ma réaction à vif hein. Là-dessus. Moi, je pense que tout peut s'expérimenter, mais il faut voir les résultats après. Est-ce que ça marche avec vos étudiants ou pas? C'est surtout ça. Il y a un truc qui marche très bien avec Google Translate. Quand ils écrivent leur texte, pour vérifier leur prononciation, ils utilisent Google Translate, ils appuient sur audio et puis ils répètent après. Voilà, c'est l'heure. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, d'avoir les documents PDF, je vous propose de me contacter sur mon Gmail personnel.